C'est toi qui passes. D'accord. Ouais. On est en live. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui a pour ambition aujourd'hui de répondre à une question, ou tout du moins apporter quelques éléments de réponse. La question étant, comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement? Je me permets avant de démarrer de vous demander si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Et ensuite, on va pouvoir se présenter. Est-ce que quelqu'un pourrait nous mettre dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? Est-ce que tout le monde nous voit? Son et image, nickel, super. Merci Philippe. Eh bien, une nouvelle fois, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire qui a donc pour thème le pilotage des investissements. Et pour animer ce webinaire, nous avions prévu d'être 3 personnes initialement. Et malheureusement, nous avons Arnaud Miret qui ne pourra pas être présent avec nous car il a une contrainte professionnelle. Donc nous allons, Habib Biri et moi-même Mathieu Bonino, animer aujourd'hui ce webinaire pour répondre et éventuellement apporter des éléments de réponse à cette question que vous voyez sur vos écrans. Est-ce que Habib, tu veux te présenter peut-être en une petite minute? En 2 secondes, donc Habib Biri, donc je suis manager chez Axis Consultant depuis 15 ans et j'interviens principalement sur des thématiques de consolidation, de data visualisation et d'EPM. Sur des thématiques finance et métiers. Très bien. Et donc Mathieu Bonino, donc encore une fois enchanté à tous, donc manager de la BU Finance également chez Axis Consultant, avec une expérience d'environ 8 à 9 ans, orienté donc dans la direction financière également sur le pilotage de la performance. Super. Nous allons vous présenter donc aujourd'hui ce dont nous allons parler ensemble. Dans un premier temps, nous allons passer un petit moment sur la SNCF, le groupe SNCF, et plus particulièrement SNCF Réseau. Discuter aussi avec vous des enjeux et des objectifs qu'il y a à SNCF Réseau. Et ensuite, nous allons décliner tous les éléments qui vont nous permettre de répondre à cette question sur le pilotage des investissements pour, in fine, arriver jusqu'aux résultats obtenus et à un retour d'expérience des principaux enseignants. Et pour commencer, je vais laisser la parole à Habib et ensuite je reprendrai la parole. Donc, l'idée, c'est de vous présenter le cas d'usage de notre intervention chez SNCF Réseau et même avant chez Réseau Ferré de France dans le cadre de la refonte du pilotage des investissements au fil du temps. Et du coup, pour planter le décor et le contexte, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc, la SNCF donc, est représentée ici avec différentes branches qui sont SNCF Réseau, qui a une filiale qui s'appelle Gare et Connexion. Et donc, c'est au travers chez SNCF Réseau qu'on est intervenu. Il y a également Rail Logistique Europe, SNCF Voyageurs, que la plupart des gens connaissent parce que c'est SNCF Voyageurs qui gère les trains et qui vend des billets de train. Géodis qui gère la flotte de camions pour du transport par camion. Et puis Keolis qui gère les bus. Donc, le groupe SNCF qu'on connaît, il a connu de nombreuses réformes stratégiques au fil des ans. En 1994, il y a eu la création de Réseau Ferré de France qui a récupéré en fait tout le patrimoine ferroviaire de la SNCF ainsi qu'une dette importante et qui était en charge en fait de gérer le renouvellement des voies, le renouvellement de l'infrastructure et le développement de l'infrastructure ferroviaire en 1994. Il se trouve que à partir de 2015, RFF a refusionné avec SNCF pour créer SNCF Réseau, donc une entité qui va gérer le patrimoine ferroviaire, mais réintégré au sein de la SNCF. Et du coup, une transformation en 3 EPIC et 5 sociétés anonymes en 2020. Et donc le changement de statut en SA à partir de 2020, qui est encore une réforme supplémentaire qui a été apportée dans la vie du groupe SNCF et une ouverture à la concurrence de SNCF Réseau. Donc, par rapport à ça, on voit que SNCF Réseau, donc c'est une grande entreprise, 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 15 000 trains qui circulent quotidiennement, 54 000 collaborateurs au niveau du groupe, 5 millions de voyageurs par jour et des interfaces. Oui, et donc,
un développement du trafic ces 10 dernières années qui s'est accru, compte tenu des contraintes environnementales, etc. Et puis un environnement, donc un interfaçage avec des entités qui sont la tutelle, donc qui est l'État, donc SNCF Réseau qui doit respecter, compte tenu de la reprise de sa dette par l'État en 2020 pour son changement de statut, en interfaçage donc avec sa tutelle, donc qui est l'État, pour respecter le contrat de performance qui a été signé avec elle. Dépend aussi de l'État pour son financement, des autorités de régulation des transports pour du coup tous les aspects de sécurité très importants au sein de SNCF Réseau, et puis toute une partie d'interface avec ses clients et ses partenaires, qui sont des financeurs, des financeurs principalement, voilà. Et puis des sous-traitants, et puis des fournisseurs. Donc, ce qui est important aussi de se dire, c'est que la SNCF Réseau est contrainte par une politique de maintenance et d'investissement de plus en plus contrainte. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, l'effort a été mis sur des grandes lignes à grande vitesse. Aujourd'hui, on le sent bien au travers des différents mouvements sociaux et des crises qui sont survenues ces dernières années, que l'accent est mis aujourd'hui sur le renouvellement des lignes du quotidien, en fait. Donc, le maintien, le renouvellement des lignes, des petites lignes régionales, puis tout ce qui est passage à niveau, et puis voilà. SNCF Réseau donc poursuit depuis plusieurs années un important programme de modernisation de son infrastructure, sans parler des différents incidents qui sont arrivés. Sur la seule année 2020, pas moins de 5,2 milliards d'euros ont été investis sur le réseau national. Donc ça, c'est à peu près la fourchette des investissements qu'on pilote au travers du pilotage des investissements chez SNCF Réseau. Donc c'est l'enveloppe courante, on va dire, que l'on gère au travers des outils qu'on a mis en place, qui est donc de 5,2 milliards d'euros. Et donc, ça concerne en fait 1700 chantiers majeurs, on va dire, et qui représentent donc 750 km de voies, 300 km de canaux. Mais ça, c'est le majeur. Ouais. Donc, vous voyez l'étendue du réseau, 30 000 km de lignes. Et voilà. Et donc, ce nouveau paradigme, on va dire, de façon d'investir donc sur des petites lignes et sur les transports du quotidien est venu s'ajouter le contexte de la crise sanitaire et puis de la crise des revendications des Gilets jaunes. Donc, le contexte sanitaire est venu ajouter des contraintes supplémentaires, notamment en termes de perte de productivité, parce que sur les chantiers, tous les chantiers ne pouvaient pas se tenir, loin de là, parce qu'il y avait les premières contraintes de sécurité où les employés ne pouvaient pas être l'un à côté de l'autre, les matériels devaient être désinfectés, etc. Et donc, pendant plusieurs mois, à partir de mars 2020, il y a eu une phase de re-engineering, de remise à plat, et du coup, de sollicitation de tout ce qui avait été mis là en place pour le pilotage des investissements et pour refaire un reforecast en tenant compte de ces éléments et en sollicitant toutes les forces vives de l'entreprise pour prendre en compte ces éléments et fournir une feuille de route pour terminer l'année en tenant compte de ces éléments. Donc, maîtrise des chantiers, présence des salariés, etc. Disponibilité des ressources principalement. Donc, face à des enjeux qui sont chez SNCF Réseau, dans le cadre de son changement de statut, devait répondre à de multiples critères qui sont donc des objectifs de rentabilité fixés par sa tutelle, donc en contrepartie de la reprise de sa dette de 55 milliards d'euros. Donc, prévoir de se transformer pour atteindre des objectifs de rentabilité et donc un cash flow libre positif en 2024. Donc, mettre en place toutes les actions nécessaires pour l'atteindre. Des mesures de réduction de coûts qui ont été imposées également, donc, qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. De la maîtrise des indicateurs de performance dans le cadre du respect du contrat de performance, donc s'assurer que prouver donc à la tutelle que un projet qu'on a engagé
eh ben, on va le tenir dans les délais et dans le budget. Donc ça, ce sont des indicateurs de performance qui ont été mis en place et qui sont à présenter de manière trimestrielle dans le cadre des revues nationales d'investissement à la tutelle pour montrer, présenter que on atteint bien 80% d'indicateurs de respect des budgets initiaux. Voilà. Également, la sécurisation des financements. Auparavant, la logique était plutôt, et on le verra après, plutôt dans l'optique de se dire, il y a des projets et des dépenses qui sont à faire compte tenu des contraintes et des demandes et des besoins de sécurité et du coup des demandes des prescripteurs. Donc il y avait des projets à faire qui étaient importants et qui étaient inscrits. Là aujourd'hui, sans forcément regarder au financement, c'est-à-dire se dire, de toute manière, j'ai ma tutelle qui est là, et de toute façon, le projet doit être fait, peu importe les coûts. J'exagère, mais aujourd'hui, ce qui était important de mettre en place, du coup, depuis 2018-2019, c'était justement d'inculquer cette notion d'acculturation à la gestion du cash et d'acculturation à la gestion financière des projets. Donc, et surtout, sécuriser les financements. C'est-à-dire que si on lance un projet, il faut que derrière, on s'assure que le financement est là, que ce soit la part en fonds propres de réseau qui sera apportée, que ce soit une part État, que ce soit une part collectivité, une mairie, un conseil régional. Voilà. Donc, c'est la sécurisation des financements. Donc, ça, c'était les enjeux importants, nouveaux, on va dire, à développer dans le cadre justement du passage en statut de SN. La situation d'SNCF Réseau avant, on va dire, c'était plutôt une approche par les constats, sans capacité de correction rapide. C'est-à-dire que dans le cadre du pilotage des investissements, on avait un processus bottom-up qui, d'un point de vue, on va dire, outil ou process, était assez long en termes de réactivité pour corriger. C'est-à-dire qu'on rentrait dans des phases qui pouvaient se compter en semaines pour corriger si on avait une information qui était fausse. La remontée, la redescente et la correction pouvaient prendre plusieurs jours. L'idée, c'est plutôt d'arriver sur, et là je parle assez rapidement d'outils et de process, c'est d'arriver sur quelque chose de dynamique et de réactif et de partager avec l'ensemble de la communauté SNCF Réseau, et donc une visualisation et partager la même information chez tout le monde. Une absence de lien, et ça c'est très important, et Mathieu va en parler plus tard, une absence de lien entre le suivi budgétaire et l'avancement opérationnel des projets. C'est-à-dire qu'on était axé sur l'avancement financier, donc on doit dépenser sur la partie renouvellement de voies en Provence-Alpes-Côte d'Azur, je sais pas moi, 50 millions d'euros. On était plutôt focalisé sur le fait que, voilà, on a bien dépensé 50 millions d'euros, donc en termes de réalisation, on est à 100%, donc on est bon. Mais en réalité, ça ne suffit pas. Il faut s'assurer aussi, et c'est la nouveauté, de bien vérifier qu'avec ces 50 millions d'euros, on a bien réalisé 100% du programme physique qu'on avait prévu de faire. Donc si 50 millions, c'est 10 projets, qu'on a bien réalisé les 10 projets entièrement et pas à 80%. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté qui a été mise en place au travers de tableaux de bord, qu'expliquera Mathieu dans le cadre du pilotage de l'avancement physique grâce à la méthodologie qui s'appelle EVM. Exactement. Voilà. Également, une déconnexion des processus d'investissement et de financement. Donc, comme je le disais, on pilotait beaucoup et la plupart des tableaux de bord étaient plutôt axés sur la dépense. J'ai prévu de dépenser 100 millions, j'ai dépensé 80 millions, je suis en avance, je suis en retard, je suis en économie, je suis en dépassement. Et c'était pas forcément lié, et pas du tout lié à la partie financement. Comme je vous le disais, là, on a apporté une couche supplémentaire qui va dire, je vois mes investissements, mon budget, mes investissements, mes prévisions de dépenses, et puis je vois ma couverture financière. Donc j'ai tout visible au même endroit, et ce qui fait que si j'ai prévu de dépenser 100, et qu'en termes de couverture financière, je suis à 80, je représente et je vois de manière très claire que soit j'ai un risque de 20, soit je vais avoir, et ça se justifie, et c'est ce qu'on a mis aussi en place, une justification du fait que ces 20 millions d'euros sont des financements qui sont en cours de signature ou en phase de captation de nouveaux financeurs, par exemple. Donc ça permet d'avoir ces couches et de rendre plus robuste la prévision de production, en fait, qu'on enrichit aussi avec
le cloisonnement des processus de gestion de projet où on avait, vous vous rendez bien compte, hein, au sein de la SNCF, il y a beaucoup de services en fait qui sont autour du monde du pilotage des projets et qui font du reporting autour des investissements. Et on se retrouve avec le temps, avec plein de services qui se retrouvent à faire le même reporting, enfin plus ou moins le même reporting pour parler de la même chose. Donc là, mandaté par la direction financière de SNCF Réseau, on avait pour mission avec l'équipe d'Arnaud Miret et de Flore du coup de fédérer toutes ces personnes qui étaient autour du monde du pilotage des investissements pour décloisonner et se reconcentrer sur un socle commun de la vision du pilotage des investissements, qui n'était pas si différente, mais forcément, certains services avaient des moyens moindres, et voilà, donc le retour sur le pilotage des investissements n'était pas forcément le même. Donc, en donnant une même vision sur les mêmes outils et puis les mêmes KPI, on part sur quelque chose de plus présentable, officiel, et puis partagé avec toute l'entreprise. Et puis des hétérogénéités des processus de planification, et là Mathieu en parlera un peu plus tout à l'heure, c'est pareil, pour piloter l'aspect planification, certains services utilisaient des fichiers Excel pour la partie planning, d'autres utilisaient des champs dates dans l'ERP, d'autres utilisaient l'outil qui est en place s'appelle C-Format pour le pilotage de la planification. Ouais. Donc ça c'est la situation, les enjeux, et donc les objectifs qu'on avait, c'était de réorganiser tout ça pour répondre du coup aux nouveaux enjeux, instrumenter le pilotage et le suivi budgétaire des projets d'investissement de manière plus solide et plus robuste, et introduire la culture et acculturer les gens au suivi du cash. Donc, pour des gens qui étaient purement focalisés projet, qui pensaient purement chantier, avancement de projet, leur donner les billes en fait qu'il faut et qui sont pas si compliqués que ça pour se dire il manque peut-être pas grand-chose pour que je fasse des économies et que j'évite les dépassements. Voilà. Donc, face à ça, les réponses fonctionnelles qu'on a apportées, c'était, d'un point de vue organisationnel, avec l'équipe d'Arnaud, c'était de proposer une roadmap avec une réorganisation et du coup, au travers du directeur financier, c'était verticaliser la fonction finance. Auparavant, on avait des contrôleurs de gestion, des contrôleurs financiers qui étaient au sein de chacune des directions au sein de la SNCF Réseau, Et là, on a eu une verticalisation de la fonction finance. Donc, les contrôleurs de gestion, les directeurs financiers étaient donc rattachés directement au directeur financier de la SNCF Réseau de manière verticale. Et du coup, qui permet aussi une normalisation des méthodes. Donc, par rapport au reporting, d'avoir quelque chose de plus normé, de plus présentable et de plus simple à consolider. Et du coup, au travers des méthodes aussi, on a changé ça au travers donc l'apport de la méthodologie EVM, l'outillage de l'avancement physique en unité d'œuvre aussi, qui n'était pas suivi de manière outillée dans les tableaux de bord, dire voilà, sur telle région ou au niveau national, moi j'ai fait tant de kilomètres de voies, j'ai prévu de faire 500 kilomètres de voies sur telle région en renouvellement, j'en ai fait 400, c'est du déclaratif dans l'ERP, ça nécessite d'être consolidé dans l'outil de PM, ça nécessite d'être reconsolidé ou présenté de manière plus fun dans l'outil de DataVis Power BI. La couverture financière des projets également, qui était inexistante avant, là c'est l'introduction, pareil, dans ce monde de tableau de bord, de la couverture financière des projets, de m'assurer que mes financements sont bien là, que la part fonds propres de réseau ne dépasse pas un certain pourcentage, que c'est surtout cette partie-là qui est important à piloter. Et du coup, ça rentre dans le process d'échange et du workflow en fait des investissements. Avant, on se disait, voilà, pour telle région, je ne dois pas dépasser, j'ai un budget de 100 millions d'euros en termes de réalisation de dépenses pour l'année prochaine. Avec la partie couverture financière des projets qu'on a introduit, finalement, on n'est pas figé à 100 millions d'euros. On pourrait dépenser 150 millions d'euros si finalement, on trouve des financeurs qui sont prêts à financer 50 millions d'euros de plus. Mais sauf que c'est aussi à mettre en parallèle de tableaux de bord qu'on a mis aussi, qui sont la disponibilité des ressources. Donc, c'est pas tout d'avoir l'argent, donc c'est une couche en plus qu'on a apportée. En termes de fonds propres, SNCF Réseau n'apportera pas un euro de plus, donc c'est transparent pour l'entreprise. Mais par ailleurs, on s'assure quand même aussi qu'en termes de disponibilité de ressources, qu'elles soient matérielles ou humaines, qu'on a bien
la disponibilité pour faire. Et ce qui fait qu'en fait, on peut faire plus en voyant les choses différemment. Ce qu'avant, on avait du mal à faire, en fait. C'était impossible. On était figé sur, on a un budget de 100 millions, on reste sur 100 parce que on n'a pas les financements. Et en réalité, ce qui est important, et c'est l'impulsion du changement de statut a vraiment accéléré les choses, ce qui fait qu'en fait, on regarde vraiment la part fonds propres, et voilà, et ce qui fait que on ouvre un peu les mirettes. Et en termes de processus, on a mis en place, donc surtout en interne, la mise en place de nouvelles instances, et on verra ça juste après dans le dialogue de gestion, avec des instances de dialogue autour du processus de pilotage des investissements, qui vont de la revue d'opération à la revue nationale des investissements, à la présentation en COMEX, et tout ça, c'est un process qui va de bas en haut et qui prend 15 semaines. Et c'est un exercice qui est fait 3 fois par an. Donc une revue cyclique qui est faite 3 fois par an, donc qui mobilise quand même beaucoup de monde, et qui prend donc 45 semaines, mais qui, au final, apporte beaucoup à l'entreprise, ne serait-ce que en termes de revue d'opération, on rebalaye tous les projets 3 fois par an en se disant lesquels sont en retard, lesquels sont en avance, lesquels doivent être arrêtés parce que en termes de contraintes budgétaires ou de disponibilité ou d'aléas, il faut peut-être les mettre en stand-by, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de dynamique et de très riche, en fait, qui anime toute une communauté de personnes autour, que ce soit autour de la communauté des maîtres d'ouvrage, des pilotes d'opération, de la direction financière, de la planification, des ressources, voilà, de la stratégie de l'entreprise pour le lancement de nouveaux grands projets, et du coup, de la gestion de crise, etc. Et d'un point de vue SI, ça a nécessité aussi qu'on se repose la question sur l'architecture SI et principalement sur la gouvernance de la donnée. Donc, plutôt sur la gouvernance de la donnée, ça a été de remobiliser beaucoup de gens sur le partage des KPI, des définitions, se retrouver tous ensemble et puis au travers d'ateliers, de mobiliser tout le monde et de partager les définitions, les objectifs, des tableaux de bord, etc. Et puis, au niveau des outils, ce qui n'était pas le plus compliqué, c'était derrière outiller ça au travers de choses qui sont disponibles sur le marché, notamment Anaplan pour la partie EPM, donc la consolidation des données qui viennent de l'ERP PeopleSoft et du PPM Siforma, que Mathieu présentera après dans l'architecture SI. Remonter ça dans un outil qu'on a mis en place qui s'appelle Anaplan RNI, qui permet de consolider ces informations, de réaliser des dépenses, des prévisions de production pluriannuelles et par projet, par localisation, tout ça consolidé dans cet outil EPM qui permet donc d'avoir une vision par région, par programme, par activité, et du coup qui permet une consolidation rapide pour voir des tableaux de bord par région, par activité, au niveau national, et permet aussi de saisir des ajustements au niveau des contrôleurs de gestion qui peuvent faire des émergences, saisir des émergences, donc du plus, des réfactions, et générer des tableaux de bord et des exports en live, dynamiques et très agréables à regarder, quoi. Et puis la couche DataVis sous Power BI que Mathieu vous présentera. Donc là, il s'agit d'un slide en fait d'acculturation pour les gens. Pour un slide qui se dit voilà, moi je suis en charge de piloter les investissements au sein d'une entreprise. Qu'est-ce que je dois mettre en place comme briques fonctionnelles importantes, les basiques et les fondamentaux, je dirais, à outiller. Ça va être. Donc ça, c'est une présentation que l'on peut faire à des étudiants ou à une entreprise qui souhaite mettre en place des bonnes pratiques, on va dire, et c'est ce qu'on a mis en place, c'est je pilote mes dépenses, mes CAPEX, donc je les pilote, je vais les saisir quelque part, donc, logiquement, normalement, dans un ERP, mes dépenses, mes prévisions de dépenses, je les consolide selon plusieurs axes qui vont être l'organisation, qui fait quoi, et les axes analytiques, de quoi je parle. Est-ce que c'est de la voie, est-ce que c'est de l'ouvrage d'art, est-ce que c'est de la sécurité, est-ce que c'est de la traction électrique, est-ce que c'est du système d'information. Ensuite, après ça, donc le fondamental qui va être mes dépenses, mes prévisions, mes ajustements, je vais avoir la partie avancement opérationnel et puis donc la gestion de l'avancement physique. Les briques qui vont être en termes de réalisation physique, j'ai fait combien de kilomètres,
J'ai fait combien de mètres cubes de béton, j'ai fait combien de traverses, j'ai fait combien de kilomètres de lignes électriques, etc. Et donc, et puis, l'outil de planification aussi qui permet aussi de saisir des jalons et la réalisation de ces fameux jalons. Ensuite, il y a l'autre pan qui va être la couverture financière. J'ai des dépenses, mais derrière ces dépenses, il faut bien qu'elles soient financées par quelque chose. Donc là, un pan fonctionnel qui va être la couverture financière, la vision nette. Donc, je vois mes financements, leur échéancier de déclenchement, et puis la réalisation de ces déclenchements, et puis la vision nette qui va être d'un point de vue fonds propres pour l'entreprise, qu'est-ce qui reste à charge. Voilà. Et la gestion du risque aussi. Parce que ce qui n'est pas encore financé, on veut pas dire, si c'est pas financé, on ne veut pas dire qu'on lance pas le projet. Il y a une partie gestion de risque aussi à prendre en charge par les directions financières et qui sont gérées au travers des conventions de financement. Et ensuite, un aspect économie et indicateur de performance, très important, qui permet de dire, voilà, j'ai des dépenses, je suis couvert financièrement, mais est-ce que je suis bon ? Est-ce que je suis bon dans la réalisation de mes projets? Est-ce que je vais suffisamment vite? Est-ce que je me trompe souvent ou pas? Et ça, au travers de certains tableaux de bord, ça permet de voir, de comparer par rapport aux exercices précédents ou par rapport à un historique, de voir si on est performant et qu'on respecte les engagements qu'on s'est donnés. Voilà. Et là, voilà, on rappelle que dans le cadre du pilotage que l'on fait ici à la SNCF, on est sur des campagnes qui sont des revues en fait du portefeuille global des projets d'investissement fait à la maille année, donc on regarde sur 10 ans l'organisation et une consolidation par organisation qui va être les directions de maîtrise d'ouvrage et les zones. Et puis des axes analytiques, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on suit? Ça va être de la voie, de la sécurité, des ouvrages d'art, du télécom, etc. Et là, il s'agit de la présentation du process du dialogue de gestion chez SNCF Réseau. Et donc, on est sur 3 campagnes de revue nationale d'investissement qui vont être au printemps, en été et en automne. Et vous voyez qui s'étalent sur 15 semaines. Avec pendant la première semaine, c'est des revues de projet. Donc, chaque pilote d'opération, donc on est sur à peu près 10 000 projets tournants en fait actifs en cours. Et donc, il y a des revues de projet. Chaque pilote de projet participe à des revues de projet au niveau de sa localisation. Et donc, va saisir des prévisions et va être challengé par son manager autour de ces revues de projet. Ensuite, on va avoir des revues de maîtrise d'ouvrage où les contrôleurs de gestion vont commencer à challenger ces revues de projet. Et donc, ce qui se fait entre les semaines 6 et 10 au travers de ces revues. Donc, une nouvelle instance qui a été ajoutée, la RIMOA. Ensuite, des revues de zone. Et donc là, en fait, les contrôleurs de gestion en RIMOA vont pouvoir saisir des ajustements, parce qu'en termes de pilotage financier, ils ont une vue globale sur leur portefeuille. Ensuite, en zone, vision vraiment plus agrégée, qui va être une agrégation de différentes régions. Pareil, il va y avoir un contrôleur financier de zone qui va pouvoir avoir une vue plus globale et pouvoir saisir des ajustements, réfaction ou émergence pour du coup arriver à un chiffre plus proche de la réalité. Et ensuite, on va avoir la revue nationale des investissements en semaine 13, une présentation au COMEX et la présentation aux tutelles. Donc, vous voyez, c'est ça la réorganisation et la mise en place de nouvelles instances dans le dialogue de gestion, en fait. Voilà. Donc, un process fait 3 fois par an et avec ces différentes instances qui mobilisent du monde, surtout ici, et ensuite un vrai dialogue entre contrôleurs de gestion et puis direction, directeur, pas que financier, mais directeur des différentes entités, des différentes directions de l'entreprise stratégique, maîtrise d'ouvrage, directeur des voies, etc. Voilà. Merci Mathieu, moi, je vais continuer à vous parler un petit peu de ce processus-là. Dans un premier temps, en reprenant quelques éléments qu'Habib nous a déjà amenés sur la partie digitalisation du processus de gestion. Et ensuite, je vous ferai un focus, donc, comme l'a dit Habib, sur la partie avancement physique et cette fameuse méthode de EVM. Donc, je vous en dirai plus. Et à la fin, je vous parlerai rapidement des résultats obtenus et de la source d'enseignement pour nous qu'on a pu avoir de ces projets-là. Dans un premier temps,
si je dois vous parler un petit peu de la digitalisation, ce qui est important de vous dire, c'est que à la SNCF, on partait sur une population qui utilisait principalement des tableurs pour restituer tout un tas d'informations. Et comme l'a dit Habib, on avait des délais très importants pour pouvoir corriger des situations, et on était plus sur une situation des constats et moins sur une situation d'anticipation. Donc la réponse à ça, ça a été notamment de mettre en place des solutions de projet BI. Donc une première couche avec Anaplan. Anaplan, Habib vous en a parlé quelques éléments juste avant sur les différentes briques que vous voyez à l'écran, donc qui va permettre de répondre à un certain nombre d'attentes de la part des opérationnels. Il va pouvoir restituer un certain nombre d'informations. Et puis, on a une dernière couche au-dessus qui est plutôt finalement sous forme pyramidale. Cette dernière couche, ça va être la partie data vise, où là, c'est vraiment ce qui va permettre d'uniformiser la partie reporting, de pouvoir automatiser aussi cette remontée d'informations, cette production d'informations, puisque l'objectif était donc dans un premier temps de pouvoir récupérer la data, à la fois de l'ERP et du PPM, donc comme on vous l'a dit un peu plus tôt sur la gestion de projet, récupérer cette data, la consolider, l'organiser et in fine la restituer sous le bon format, avec les bons indicateurs et permettant finalement de pouvoir prendre les bonnes décisions et de pouvoir anticiper plus que constater. Voilà un peu l'objectif de cette digitalisation et c'est ce qui a animé tout au long la partie dialogue de gestion, comme l'a montré Habib juste avant, tout au long du processus des campagnes. D'accord ? Et là, on peut peut-être faire un zoom sur le pourquoi d'une solution de data vise en plus de l'EPM, parce que l'EPM permet de produire des tableaux de bord tout à fait convenables et agréables à regarder. C'est que d'un point de vue coût de licence, en fait, une solution EPM est généralement plus coûteuse que les licences Power BI qui sont disponibles étant donné dans la suite Office. Dans la suite Office et voilà. Et comme vous le voyez ici, plus de 1700 personnes habilitées. Pas forcément 1700 personnes qui se connectent tous les jours, mais 1700 personnes habilitées qui peuvent avoir un œil sur les tableaux de bord. Et c'est une facilité d'accès avec une facilité de développement aussi. C'était l'objectif d'acculturer l'entreprise à la culture de la finance. En fait. Exactement. Pour parler du prochain sujet, je me rapproche très rapidement de cette partie PPM, donc qui est la planification opérationnelle, et on peut passer sur la slide suivante. Et justement, je voulais vous faire ce focus à ce moment-là de la partie méthodologie EVM. Donc la méthodologie EVM qui va s'apparenter à du pilotage de l'avancement physique, une méthodologie de pilotage de l'avancement physique. Donc l'EVM pour Earned Value Management, qui est une méthode qui va nous permettre facilement de récupérer deux informations. L'information, si on a un dépassement ou un allègement de coûts, donc référence un peu financière, et une information sur le retard ou l'avance dans le planning. Donc voilà, là, plus une information opérationnelle. Comment on va piloter ça ? C'est relativement simple et je vais vulgariser tout le process. On va avoir trois indicateurs principaux. Trois indicateurs et vous allez comprendre l'objectif final. Le premier indicateur, ça va être… les trois indicateurs, pardon, ils sont formalisés sous forme de courbe, excusez-moi. Donc le premier indicateur va être une courbe verte, qui est une courbe qu'on va pouvoir dessiner lorsqu'on initie notre projet. Finalement, on va essayer de décliner dans le temps comment on va réaliser notre projet, le pourcentage d'avancement à chaque étape de mon projet. D'accord ? Ensuite, on ne va plus toucher à cette courbe. C'est une courbe vraiment décidée lorsqu'on initie notre projet. Et on va pouvoir tracer tout au long de la vie de notre projet cette courbe jaune qui va être, elle, la même chose, la réalisation de notre travail au fur et à mesure, donc la vraie réalisation de notre travail, plus une projection de la réalisation de notre travail sur le reste de la vie du projet. Donc finalement, il va y avoir une décorrélation entre ces deux indicateurs qui va nous permettre de calculer cette seconde information que j'ai notée, qui est le retard ou l'avance planning. D'accord ? Et ensuite, on va mettre face à ça, finalement, cette notion financière. Et grâce à cette notion financière, on va pouvoir tracer par rapport au budget notre réalisé et ce qu'on fait concrètement en termes de dépenses dans nos investissements. On va pouvoir comparer ça et voir si la réalisation de notre travail, notre réalisation effective de notre travail correspond à l'avancement de nos dépenses.
et pouvoir mettre ça en exergue et voir si on a un retard ou une avance sur les coûts qu'on a engagés par rapport au travail effectué. Voilà, j'ai essayé de vulgariser au maximum. L'objectif pour la SNCF, c'est de pouvoir avoir une vision opérationnelle de notre avancement. Comme l'a dit Habib, de ne pas être figé sur l'avancement économique, savoir où en sont mes dépenses par rapport à mon budget. J'ai cette notion supplémentaire d'avancement opérationnel. Et c'est la première fois qu'on le voit au travers d'un seul tableau de bord, où on voit ces deux notions en fait. Parce que vous pouvez voir l'avancement physique et l'avancement économique de manière séparée. Voilà, pouvoir comparer les deux. Exactement. Je refais un focus rapidement sur la partie data visualisation pour vous donner un peu des exemples de ce qui a été concrètement fait à la SNCF. On est sur une solution donc Power BI, comme l'a précisé Habib, avec plus de 1700 personnes habilitées. On a à peu près 18 tableaux de bord et je pourrais même en rajouter 19 avec ce nouveau tableau de bord sur la partie EVM qui vient d'être mise en production. Sur ces tableaux de bord, on a des tableaux de bord qui sont orientés très projet pour répondre à des besoins opérationnels de chaque projet, voir son avancement, etc. Des indicateurs très pertinents pour faire de la gestion de projet. Et on a aussi des tableaux de bord qui vont être orientés agrégés, donc plus une vision macro qui vont nous permettre donc de piloter toute une activité ou tout un pan de l'entreprise. Voilà, toute une typologie de projet. L'objectif derrière ça, derrière ces tableaux de bord, on l'a déjà dit, mais c'est important de le répéter, c'est de pouvoir automatiser dans un premier temps la production. Fini les personnes qui passent du temps sur d'autres rapports et du temps inutilement passé finalement à ne pas faire des analyses. Donc voilà, du temps à consacrer à l'analyse plutôt qu'à la confection des tableaux de bord. Une uniformisation, on parle tous le même dialogue, on a une facilité de discuter avec nos copains du sud de la France et nos copains du nord de la France, et rendre plus accessible ça à tout le monde, d'où les 1700 utilisateurs sur cette partie tableau de bord. Voilà. Les résultats obtenus. 4 pans majeurs pour vous parler des résultats obtenus. Le premier, encore une fois, c'est répondre finalement à tous les enjeux qu'on avait identifiés au début avec Habib. Le premier, c'est autour de la gouvernance. Bien définir déjà le processus, le qui fait quoi, et répondre à vraiment responsabilité de chacun. Bien définir ces enjeux-là et faire en sorte que le processus se passe de manière efficace, fluide, tout au long des campagnes qu'on a définies. Et ça se passe très bien. Et ça se passe plutôt bien. Le deuxième point, c'est orienté autour de la data, autour de la donnée et autour de la consolidation de la donnée et de l'exploitation de cette donnée. Quelques mots essentiels à retenir de cette donnée, c'est la qualité, l'exhaustivité, bien faire attention à cette gouvernance SI comme tu parlais au début. Et un dernier mot, c'est l'enrichissement, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'à certains moments, on avait besoin de faire évoluer le RP, le PPM, pour avoir des données supplémentaires et demander finalement aux opérationnels de saisir des données supplémentaires afin de pouvoir créer des indicateurs qui donnaient encore plus de sens au pilotage des investissements. Voilà. Le troisième point, revue de performance. L'objectif ici, c'est d'introduire de nouvelles méthodologies de pilotage. On en a parlé, CAPEX, budget, cash flow libre, couverture financière des projets et avancement physique, comme on vient de le présenter avec la méthodologie EVM, mais pas que. Tout ça nous permet de pouvoir piloter plus efficacement une mesure de la performance. Une mesure de la performance qui était jusque-là, on l'a encore dit, orientée sur la partie financière, mais qui pourra être définie un petit peu plus sur la partie opérationnelle, performance opérationnelle. Quatrième point et dernier point, l'outil essentiel à cette digitalisation, finalement, à cette gestion de ce pilotage des investissements avec des outils modernes, innovants qui vont nous permettre d'être agiles, d'être rapides et de prendre des décisions les plus optimales possibles dans une démarche d'anticipation toujours. Voilà. Un indicateur important, 100% des contrôleurs de gestion utilisent désormais Power BI pour animer les revues que nous a présentées Habib précédemment. Une dernière slide aujourd'hui pour vous présenter le retour d'expérience et les principaux enseignements. Sur la partie résultat, 2 informations essentielles. La satisfaction utilisateur. Donc, les personnes qui utilisent sont satisfaits d'utiliser et de changer les méthodes d'aujourd'hui. Voilà. Et le respect des engagements. Donc, le respect des objectifs pour la SNCF. La SNCF est satisfait d'avoir réalisé ces projets
et optimiser son processus de pilotage des investissements. Pour nous, 4 facteurs de clés de succès. La gestion de projet efficace, qui part du pilotage projet en mode agile, pouvoir s'adapter régulièrement, une comitologie régulière, donc avoir vraiment un lien avec ce deuxième point que je vais aborder, c'est une proximité avec l'équipe projet, des comités très réguliers, des ateliers très réguliers et une disponibilité des acteurs très importante. Troisième point qui était essentiel pour nous, c'est la partie remise en question. Juste une petite anecdote sur Power BI. À un moment donné, il y a eu une nouveauté, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le drill down, le forage en français. Et nous avons décidé, même si la mise en place de tableaux de bord, je crois qu'il y avait 6 tableaux de bord concernés, avait été déployée depuis 6 mois, on a décidé de faire une refonte de ces tableaux de bord pour utiliser cette nouvelle technologie et être à la pointe de ce que pouvait nous proposer Power BI. Et une conduite du changement, puisque la conduite du changement est un facteur clé de succès, surtout dans une entreprise comme la SNCF où il y a énormément de personnes. Un projet abouti, c'est ce qu'on a réussi à formaliser, et un projet réussi, c'est ce qu'on a réussi à faire grâce à cette conduite du changement in fine. Et on a réussi également à s'adapter dans cette partie conduite du changement due à cette crise sanitaire qui nous obligeait à avoir de la distance avec finalement nos utilisateurs finaux. Voilà. Pour aujourd'hui, nous en avons fini avec la présentation sur le pilotage des investissements et plus particulièrement sur ce cas finalement SNCF. De manière rapide et succincte. Nous espérons que vous avez été intéressés par ce sujet et nous sommes tout à fait ouverts à toutes les questions que vous avez sur ce sujet que nous avons abordé assez rapidement. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat et nous ferons un plaisir d'y répondre. On vous laisse quelques minutes si vous avez. Si vous cliquez sur le chat. On peut revenir sur un point en particulier. Je sais que j'ai été, par exemple, très très vite sur la partie EVM, qui est une méthodologie projet pas évidente, mais très intéressante. Et j'ai essayé de le vulgariser au maximum. N'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, on attend une petite minute et nous pourrons clôturer ce webinaire qui nous a passionnés pendant quelques jours sur la confection de ces quelques éléments et qui nous a passionnés un peu plus largement lorsque nous avons réalisé ces missions pour la SNCF et avoir pu les accompagner dans cette démarche de digitalisation et d'optimisation de leur processus nous a fortement intéressés. Bien, écoutez. Merci à tous. Merci à tous. Beaucoup. Si vous n'avez pas de questions, de toute façon, nous vous rendons complètement disponibles. Si vous avez des questions par la suite, que ce soit sur LinkedIn ou directement par mail, puisque vous voyez que dans la présentation, il y avait nos adresses mail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez davantage d'informations ou juste des petits éclairages sur certains points de la présentation. Dans ce cas, si vous n'avez pas de questions, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à vous dire peut-être à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.